Bonjour, aujourd'hui une étude de texte, lettre marquée de Newcastle, plus précisément un fragment de cette lettre de Descartes, XVIIe siècle. C'est un texte qui va nous permettre d'étudier conjointement pas mal de notions, notions de langage, de conscience, de liberté, la notion d'autrui, la notion de vivant et les notions de matière et esprit. Il y a une question qu'on peut se poser et qui est à la source de ce texte. Moi, intérieurement, j'éprouve que je suis un être conscient, que je suis un sujet. J'éprouve que je pense, que j'ai une intériorité, que je ne suis pas seulement une machine qui se remue toute seule. J'éprouve que je suis un sujet pensant, un sujet conscient, et pas seulement une machine. Mais quand je vous ai face à moi, je n'ai pas accès à votre intériorité. Pour le dire en termes plus simples, je ne suis pas dans votre tête. Je ne suis pas dans ce que vous ressentez. Je n'ai pas accès à votre pensée, à ce que vous ressentez, etc. Je n'ai accès à vous que de l'extérieur, que par des manifestations extérieures. Et la question que Descartes va se poser, c'est, puisque je n'ai pas accès à votre intériorité, puisque je n'éprouve pas ce que vous éprouvez, comment est-ce que je peux être vraiment sûr que vous êtes vraiment des sujets conscients comme moi? Comment est-ce que je peux être vraiment sûr que vous êtes des êtres pensants et pas seulement des machines? Des androïdes, comme on dirait aujourd'hui, que vous n'êtes pas simplement des robots vachement bien faits, des androïdes, mais qui sont mécaniques. Comment est-ce que je peux être vraiment sûr que vous êtes pensants, que vous n'êtes pas des machines, que vous n'êtes pas des marionnettes, que vous n'êtes pas des robots androïdes? D'où peut me venir cette certitude? Parce que le problème, donc, c'est que je n'ai pas accès à votre intériorité. Je n'ai accès qu'à des manifestations intérieures. Pour que je puisse avoir la certitude que vous êtes comme moi, un sujet conscient, il faudrait donc que je trouve des manifestations extérieures, puisqu'encore une fois, je n'ai accès qu'à de l'extérieur. Il faudrait que je trouve chez vous des manifestations extérieures qui ne puissent pas être expliquées sans faire intervenir de la pensée, de la conscience. Alors, c'est quoi cette manifestation extérieure que je vais pouvoir trouver chez vous et qui ne peut pas être expliquée sans penser et qui donc va me prouver que vous êtes des êtres conscients? Réponse de Descartes. Elle se trouve au début du texte, je vais vous la lire. Enfin, il n'y a aucune de nos actions extérieures, encore une fois, on n'a accès qu'à l'extérieur, qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles ou autres signes faits à propos des sujets qui se présentent sans se rapporter à aucune passion. Alors je vous laisse le temps. C'est quoi la réponse de Descartes? Qu'est-ce qui est la preuve de la pensée? Eh bien, c'est le langage, c'est la parole, le fait qu'on utilise le langage. La parole est la seule preuve de la pensée. Comment est-ce que je peux avoir la certitude que vous êtes un sujet pensant comme moi? Eh bien, grâce à votre parole. La parole est la seule preuve de la pensée. Mais attention, pour qu'il y ait véritable parole et donc véritable preuve de la pensée, Descartes va nous donner 3 conditions. Il faut qu'il y ait utilisation de signes. Première condition pour qu'il y ait parole, utilisation de signes, et on verra de signes non seulement naturels mais conventionnels. Que ces signes soient faits à propos des sujets qui se présentent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait utilisation de signes conventionnels, mais que cette utilisation puisse s'adapter aux différentes situations, qu'elle ne soit pas figée. Troisième condition, sans se rapporter à aucune passion, c'est-à-dire il faut que vos paroles ne soient pas explicables en termes de dressage. On expliquera ça un peu plus tard. Première condition, pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait utilisation de signes. C'est quoi un signe? C'est quelque chose de sensible, soit je le vois, comme par exemple si vous regardez votre écran en ce moment, vous voyez les mots,
c'est des gribouillis, c'est quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose de sensible, mais qui renvoie à autre chose que lui-même, et cette autre chose que lui-même, c'est un sens. Par exemple, quand vous voyez ce gribouillis-là, youpla, corps, ce gribouillis-là, c'est pas seulement un gribouillis visible, c'est un gribouillis que je ne fais pas simplement histoire de faire un gribouillis. C'est un gribouillis qui renvoie à un sens, la notion de corps que vous pouvez penser. Donc un signe, c'est quelque chose de sensible qui renvoie à autre chose que lui-même, et cette autre chose que lui-même, c'est un sens. Comme par exemple, là on avait vu des signes visibles, hein, les mots que vous voyez écrits. Par exemple, je peux vous faire quelque chose de sensible, patapata patapa. Ça c'est quelque chose de sensible, c'est du son, c'est du bruit, patapata patapa. Mais ce n'est pas un signe parce que c'est quelque chose de sensible que je fais simplement histoire de faire du bruit. Ça ne renvoie pas à autre chose que lui-même, donc ce n'est pas un signe. En revanche, je vais vous faire du bruit maintenant. Je vais vous dire bonjour. C'est pareil, c'est du bruit. Mais c'est un bruit qui renvoie à autre chose que lui-même, et le sens, cette autre chose que lui-même, c'est le sens que je veux vous saluer et vous dire bonjour. Voilà. Donc pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait utilisation de signes. Un signe, c'est quelque chose de sensible qui renvoie à autre chose que lui-même, c'est-à-dire à un sens. Et on va voir que Descartes va insister dans la suite du texte sur le fait que pour qu'il y ait véritable parole, il ne suffit pas qu'il y ait utilisation de signes, il faut que les signes soient conventionnels et pas seulement naturels. Les animaux utilisent des signes pour communiquer entre elles. Vous avez certainement entendu les fameuses études sur le langage des abeilles. Les abeilles sont capables de communiquer entre elles en utilisant des signes, une danse en forme de 8 pour indiquer où se trouve la source de nourriture. Plus le 8 est rapide, plus la source de nourriture est proche. Ensuite, pour indiquer la direction dans laquelle la source de nourriture se trouve, eh bien, cette direction est indiquée grâce à l'inclinaison de la danse en forme de 8. Donc, la danse en forme de 8 des abeilles est bien un signe. Hein. Elle renvoie à autre chose qu'elle-même, à un sens. Mais, c'est un signe naturel, c'est-à-dire que les abeilles sont programmées par leur instinct à utiliser ce comportement pour transmettre des informations. Et donc c'est mécanique, et comme c'est mécanique, ça ne suppose pas la pensée, ça n'exige pas la pensée. Pour que la parole soit preuve de la pensée, il faut qu'il y ait utilisation de signes non seulement naturels, donc mécaniques, mais utilisation de signes conventionnels. Le langage humain n'est pas le même que le langage des abeilles. Les langues humaines ne sont pas naturelles, elles sont culturelles, conventionnelles. On doit apprendre à parler. Si je suis née en France, je vais apprendre à parler français. Si je suis née en Turquie, je vais apprendre à parler turc. Il y a différentes langues qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas seulement mécaniques. Et donc, pour qu'il y ait preuve de la pensée, il faut certes qu'il y ait utilisation de signes, mais que ces signes soient conventionnels et donc interchangeables. Les signes naturels des animaux sont figés par la nature. La nature a programmé une certaine manière de communiquer des informations, et cette manière de communiquer des informations est figée par la nature. Tandis que les langues humaines ne sont pas naturellement acquises, sont culturellement acquises, conventionnelles, et donc, par exemple, on verra dans la suite du texte, si quelqu'un, par exemple, est muet, il ne va pas pouvoir parler avec la voix, mais ça n'empêche, il va apprendre à parler d'une autre manière, avec le langage des signes. Le signe importe guère, puisque le signe est conventionnel, il est interchangeable. L'important, c'est qu'il y ait la volonté de viser un sens. Donc, pour qu'il y ait preuve de la pensée, il faut qu'il y ait parole, c'est-à-dire utilisation de signes, et pour que la parole soit vraiment preuve de la pensée, il faut que les signes ne soient pas seulement des signes naturels,
mécaniquement fixés par notre nature, mais qu'ils soient des signes conventionnels et donc interchangeables, qui ne soient pas explicables simplement par un mécanisme naturel. Deuxième condition, pour qu'il y ait véritable parole, donc véritable preuve de la pensée, il faut que les signes soient faits à propos des sujets qui se présentent. Il faut que les signes soient faits à propos. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais petite, j'avais une poupée qui disait « Maman, je t'aime ». Donc elle utilisait ce qui pour moi était des signes. Elle disait « Maman, je t'aime ». Et donc on pourrait croire qu'il y avait véritable visée de sens et donc véritable pensée. Mais c'était mécanique, c'était un disque qui faisait dire à la poupée « Maman, je t'aime ». En fin de compte, elle ne m'aimait pas, ça a été le drame de ma jeunesse. Elle ne visait pas le sens que je pensais qu'elle visait. C'était mécanique. Il n'y avait pas visée de sens, donc on aurait pu croire que « Maman, je t'aime » c'était une utilisation de signes, une visée de sens, alors que ça n'en était pas. Pour qu'il y ait véritable parole et donc véritable preuve de la pensée, il faut que l'utilisation des signes soit faite à propos des sujets qui se présentent. Et donc, qu'il y ait la possibilité de s'adapter aux différentes situations. Je vais prendre un autre exemple. On peut apprendre à un perroquet à dire « je pense donc je suis ». Le perroquet, il peut dire « je pense donc je suis ». Je pense donc je suis, pour nous, ce sont des signes qui visent un sens. Je pense donc je suis. Sauf que pour le perroquet, ça ne vise aucun sens et ça ne prouve aucune pensée. Et si je demande au perroquet qu'est-ce que tu veux manger tout à l'heure? Il va répondre « je pense donc je suis ». Si je demande au perroquet « quelle heure est-il ?» Il va répondre « je pense donc je suis ». Il ne va pas être capable de s'adapter aux différentes situations. Ses propos ne seront pas faits, l'utilisation de ces signes ne va pas être faite à propos des sujets qui se présentent. Preuve que c'est mécanique et donc preuve que ce n'est pas la preuve de la pensée. Troisième condition, pour qu'il y ait véritable parole, donc véritable preuve de la pensée, il faut que les signes ne se rapportent à aucune passion. J'expliquerai ça un peu plus tard quand on verra le texte en détail, mais déjà, on peut apprendre à des animaux à utiliser des signes à propos. Descartes va parler des pies qui disent bonjour à propos. Hein. Simplement, c'est fait par dressage. Or, dresser un animal, ce n'est pas créer chez lui de la pensée. Dresser un animal, c'est simplement créer chez lui de nouveaux mécanismes en s'appuyant sur des mécanismes qu'il a déjà naturellement. Or, le mécanisme, ce n'est pas la pensée. Donc, la seule preuve de la pensée pour Descartes, c'est la parole. Et la parole, pour être véritable parole, donc véritable preuve de la pensée, suppose l'utilisation de signes, et plus précisément de signes conventionnels, utilisation de signes qui est capable de s'adapter aux différentes situations, donc de signes faits à propos. Troisième condition, sans se rapporter à aucune passion, c'est-à-dire qui ne soit pas explicable en termes de mécanisme. Ça, c'est la première partie du texte et c'est la thèse, l'énoncé de la thèse. Dans la deuxième partie du texte, Descartes va reprendre les trois conditions pour qu'il y ait véritable parole et donc véritable preuve de la pensée. Et dans la troisième partie du texte, il va tirer les conséquences de sa thèse quant à la pensée animale et il va nous dire, ce qui peut nous paraître un peu abusif, il va nous dire que les animaux ne parlent pas au sens plein. Ils n'ont pas de véritable parole. Il n'y a pas utilisation de signes conventionnels faits à propos et qui ne soient pas explicables en termes de dressage. La parole, ainsi définie, avec ces trois conditions, ne convient qu'à l'homme seul et il en conclut que l'animal ne pense pas. L'animal n'a pas de pensée, n'a pas de conscience, l'animal n'est qu'un mécanisme
Et si vous avez vu le cours sur le vivant, donc c'est sa fameuse théorie des animaux machines, seul l'homme pense, seul l'homme est un sujet conscient, l'animal n'est que du mécanisme. On peut penser que Descartes va un peu vite en besogne parce que si la parole est la seule preuve de la pensée, dire que les animaux ne parlent pas, ça nous permettrait de dire simplement qu'on n'a pas la preuve de la pensée animale. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'absence de preuve de la pensée n'est pas la preuve de l'absence de la pensée. On peut penser donc là que Descartes va un peu vite, cependant, il prévoit l'objection qu'on peut lui faire et il va y répondre. On verra ça dans une deuxième vidéo. Voilà, bonne journée.